Depuis 2021, fin 2021, on essaie de remettre à plat nos finances. Avant, on était vraiment sur 1500, 1700 euros de découvert tous les mois. Il y a cette vision, surtout chez mes parents. Les personnes qui sont riches, c'est soit parce qu'ils font des trucs louches, comme jouer à l'investissement immobilier sûrement, soit parce que, oui, mais eux, ils ont de la chance, ils ont hérité parce qu'ils viennent d'une famille riche, quoi. Bah, ils nous ont dit, du coup, vous jouez au Monopoly? Quand on leur a annoncé qu'on avait signé l'achat de 2 maisons. Il y a des gens avec des revenus moins élevés que nous qui arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté, à avoir des épargnes beaucoup plus importantes que les nôtres. J'aurais peur qu'ils se disent non mais nous on gagne moins et on arrive à mettre de l'argent de côté, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils font n'importe quoi. Tu viens à moi avec un j'ai peur et je culpabilise et je veux plus ressentir la peur du manque et je veux plus ça. Non, parce que c'est la peur du manque et la peur de te retrouver dans une situation de galère encore plus qui vous a amené là aussi. Ce qui amène à faire ce coaching, c'est surtout la peur du manque. J'ai l'impression. Depuis 2021, fin 2021, on essaie de remettre à plat nos finances. Avant, on était vraiment sur 1500, 1700 euros de découvert tous les mois. Et on continuait de dépenser en disant tout va bien. Et fin 2021, on a repris nos finances en main. Ce qui nous a amené à nous dire qu'on avait une capacité à l'époque d'épargne qui était assez intéressante. Et du coup, on a continué, on s'est formé, on a dépensé cet argent pour se former, entre autres à l'investissement immobilier. Et du coup, on s'est lancé en octobre 2022 sur 2 biens qui sont à 20 minutes de chez nous, 2 maisons de ville dans un petit village, dans une petite ville médiévale. Et là, du coup, depuis qu'on s'est lancé, forcément, ça engendre des frais, l'ameublement, voilà, les petits imprévus, finir pour la mise en location. Et je vois notre épargne qui descend, et du coup, ça me crée beaucoup de stress. Parce que avant on avait 0 épargne et du coup on était même à découvert, et maintenant qu'on a un peu d'épargne, ça me stresse de la voir descendre. Et en même temps, je me rends compte depuis 2 ans, 2-3 ans, qu'on n'arrive jamais à dépasser un certain palier, qui est plus ou moins 10 000 euros. Et j'aimerais travailler là-dessus pour soit avoir plus d'épargne, soit que ça me coûte moins de la voir descendre ou de ne pas l'avoir au-delà d'un certain montant. Et voilà. Alors, je vais laisser la parole à Clément. Après, j'aurais plein de choses à dire par rapport à... Voilà, juste cette introduction, ça m'inspire plein de choses. Mais Clément, est-ce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles toi, tu voulais faire ce coaching? Alors, en partie, oui, effectivement, il y a ces raisons-là et la sécurité d'avoir une somme. Alors, bon, nous, c'est 10 000 ou ça peut être plus. Bon, mais il y a ce côté sécuritaire, parce qu'effectivement, on a été tellement en galère qu'avoir cette épargne, forcément, ça rassure. Mais on a aussi, grâce aux différentes formations qu'on a pu faire, aussi se dire que on aimerait tendre vers une liberté financière. Alors moi, je commence à le faire un petit peu justement maintenant en étant indépendant et en travaillant en indépendant pour l'immobilier. Mais effectivement, l'idée c'est aussi de tendre vers ça et de tendre vers les 1%, entre autres, d'arriver aussi à utiliser cette épargne à bon escient et savoir en prendre pour la faire fructifier encore plus et continuer dans cette démarche. On a initié un cycle et je pense que là, il faut qu'on le continue, quoi. Ok. Bravo déjà, parce que vous avez commencé ça fin 2021, on est à l'été 2024, et du coup, vous avez quand même résorbé 1500 euros de dette, vous êtes formé, vous avez fait 2 investissements immobiliers, donc aujourd'hui, ça a fait naître de nouvelles problématiques, du coup. On va en parler aujourd'hui, mais bravo pour tout ce que vous avez fait ensemble. J'imagine que ça n'a pas dû être simple. Et puis du coup, c'est quand même
Ça démontre beaucoup de potentiel, de capacité, de choses que vous êtes capable de faire à deux. Donc, bravo pour ça. Voilà, je pense que c'est important quand même de le souligner, parce que des gens qui sont à découvert tous les mois, il y en a. Des gens qui arrivent à s'en sortir et du coup à se mettre dans une vraie logique de construction patrimoniale, de construction de richesse, c'est pas tout le monde. Donc vous faites déjà partie finalement des 1% qui ont emprunté cette trajectoire-là. Ok, donc tel que vous le formulez tous les deux, il y a cette idée que c'est pas exactement ce que vous imaginiez d'un parcours de création de revenus passifs. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui et non. Oui, forcément, on aimerait en mettre moins et que ce soit le plus passif possible. Après, on savait que dans l'immobilier, c'est du semi-passif et qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. On était au courant des sommes qu'on allait devoir engager pour l'ameublement, le système de sécurité, les trucs comme ça, à gauche à droite. Mais en fait, du coup, c'est du Airbnb, on est d'accord. C'est de la location c'est longue, c'est la location courte durée, location courte effectivement. durée. Ouais. Il y en a un des deux qui est déjà en location et l'autre qui est en travaux. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Mais du coup, c'est le fait de dire on n'a pas envie de rester. Enfin, on a nos bases, on a nos acquis maintenant par rapport à ça, et j'ai l'impression en fait depuis quelques mois qu'on est en train de stagner parce que en fait on est dans l'attente de finir les travaux, dans l'attente de mettre en location, etc. Il y a toujours et là maintenant, même si on a mis en location début mai, enfin ça fait 1 mois à peu près qu'on l'a mis en location pour le premier bien, on sent qu'on souffle. Mais en même temps, moi, je me stresse encore de me dire, vas-y, il faut que ça rentre, faut qu'il y ait faut qu'il y ait les réservations, pour que ça rentre et qu'entre guillemets, déjà, on commence à se rembourser sur ce qu'on a mis, et ensuite que cet argent puisse servir à faire fructifier. Je veux dire, c'est ces cash flows-là, on veut pas les utiliser pour se dire, on va se faire un resto de plus, on va flamber et s'acheter une nouvelle robe et je sais pas quoi. C'est vraiment pour essayer de faire fructifier ces cash flows dans d'autres investissements ou dans d'autres supports. On sait pas, on n'a pas encore décidé. Mais voilà, là on est un petit peu entre les deux, un peu entre deux eaux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et j'arrive pas. Voilà, je me dis que ce coaching va nous redonner un élan, nous redonner un souffle pour continuer sur cette lancée. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ce sentiment d'être toujours pauvre malgré un changement de situation personnelle favorable? Eh bien, en réalité, c'est le cas de beaucoup de gens et ça dépend d'où vous partez. Mais notamment dans le cas de Ambre et Clément, c'est le cas parce qu'ils sont sortis de l'endettement et c'est aussi le cas parce qu'ils ont récemment fait beaucoup de dépenses liées à leurs investissements immobiliers. Je mets bien sûr des guillemets autour de dépenses. Et moi aussi, je l'ai vécu et dans certaines circonstances, je le vis parfois encore. Alors, comment ça se fait? Pour l'immense majorité des gens, on a mesuré depuis qu'on est tout petit notre richesse à l'un ou l'autre de ces deux critères. Le premier, c'est l'argent qu'il y a sur nos comptes, le montant, la quantité, le chiffre qu'il y a sur nos comptes en banque qui définit si on se sent bien ou pas, si on se sent riche ou pas en lien avec l'argent. Le deuxième critère, c'est la quantité de choses que l'on peut s'acheter. Plus on peut s'acheter de choses, plus on se dit oui, plus on s'accorde la possibilité de dépenser de l'argent, plus on se sent à l'aise avec l'argent et peu importe si on peut le faire ou pas dans les faits ou si on se met dans des situations difficiles ou si on n'a pas d'épargne, le fait de pouvoir s'acheter des choses et d'une certaine manière accumuler les choses, les possessions ou les expériences nous donne le sentiment de nous sentir riches. Si toute votre vie vous avez mesuré votre richesse à ce qu'il y a sur votre compte en banque, le critère numéro 1,
et que vous vous mettez soudainement à investir comme Ambre et Clément avec des frais qui sortent de votre poche, en réalité, votre cerveau va simplement voir les quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros en moins sur les comptes. Et cet argent qui n'est plus là va automatiquement générer une émotion réflexe de manque, de peur, voire même de panique. En tout cas, ce sera de l'insatisfaction. On a aussi donc le deuxième cas, comme si par exemple, comme Ambre et Clément, vous aviez tendance à mesurer votre bien-être financier et votre richesse à votre capacité à vous dire oui pour la plupart de vos dépenses, eh bien, le fait même de devoir vous dire non sera vécu comme une forme de retour en arrière, d'appauvrissement. Et voilà comment vous vous retrouvez à vous dire « mais finalement, je me sentais mieux avant quand je faisais n'importe quoi avec mon argent ». Parce que votre référentiel interne n'a pas évolué alors que votre façon de vous enrichir a évolué. Et donc, il est temps de faire une mise à jour de ce logiciel interne en redéfinissant pour vous ce qui est la richesse, ce qui est source de sécurité financière et comment vous mesurez votre progrès dans la vie. À ce stade de notre conversation, ce n'est pas encore clair pour moi ce qui est source d'angoisse chez Ambre, mais je vais bientôt m'intéresser aux chiffres pour mieux comprendre. Pour illustrer un petit peu la situation, combien il y a sur vos comptes en disponible? Combien il y a d'argent d'épargne disponible aujourd'hui? Là, je vais regarder mon petit tableau. On a le chiffre sur un tableau commun. Maintenant, effectivement, vous l'avez rempli il y a peut-être 2-3 semaines. Je me pose la question de savoir si on est toujours à peu près. Là, il y a même un tout petit peu plus. Il doit y avoir là en plus Clément ayant terminé son travail, il a eu des congés payés, voilà, un solde de tout compte. Un solde de tout compte. Donc on est on est peut-être 2 500 euros un peu plus haut, quoi. Ok. Donc on va dire à peu près 8 500, sachant que sur ces 8 500, il y en a 2 000 qui sont sur un PER, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, sur 2 PER. On a chacun un PER. Ok. Donc, ils sont a priori pas disponibles. Non, c'est ça. Donc, on a 6 500 euros d'argent disponible. Exactement. Et vous avez investi combien dans le projet à titre personnel en dehors des enveloppes de prêt? 0. 0. C'était un prêt à 110%. Ok. Et vous n'avez pas eu de dépassement de travaux à financer? Enfin, sur un, oui. Mais on a refait un emprunt, donc en tout cas personnellement non. Hormis après là de l'ameublement et des choses, mais non. Sinon non, rien à débourser personnellement. Donc cette situation, comment dire, de l'extérieur en tout cas, elle est prévisible. C'est-à-dire, il se passe exactement ce qui devait se passer. On est d'accord? Bien sûr. Oui. Ok. Ma question, donc, c'est d'où vient cet écart de perception entre il n'y a finalement pas d'imprévu dans ce qui est en train de se passer, vous saviez que ça allait se passer comme ça, ou alors il manque des informations, je les attends. Donc, c'était censé se passer comme c'est en train de se passer, mais visiblement, ça génère des émotions chez vous qui, elles, n'étaient pas particulières, n'étaient pas prévues. Alors, il y a eu changement sans avoir de changement. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a contracté le prêt et maintenant, moi, j'ai changé 2 fois de travail. Un avec plus de... Enfin, où j'ai été augmentée. Et un autre donc, que j'ai pris depuis février où j'ai continué d'être augmentée, mais... j'ai une rémunération, donc je suis passée responsable commerciale. J'ai une rémunération sur 13 mois au lieu de 12. Donc, au final, au mensuel, j'ai un petit peu moins d'argent que je vais retrouver au 13e mois. Mais psychologiquement, ça me met dans tous mes états, entre guillemets, de me dire que je vais retrouver cette somme-là qu'en décembre. Et une prime variable. Ça qui est un bonus parce que en gros ça compte pas vraiment sur c'est le bonus que non prévu qui génère l'augmentation entre les 2 postes, mais que j'ai une voiture de fonction et qu'on est en leasing et que on pensait pouvoir rendre la voiture
et que là on a un leasing en fait jusqu'en septembre, donc qui nous mange 300 et quelques euros. Ok, mais ce leasing, il était compris, ouais, il était compris, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pas une dépense en plus, non, mais non, oui, c'est pas une dépense en plus, ouais. Donc non, c'est vrai. On en revient à. J'ai besoin de comprendre parce que il se passe quelque chose qui vous plaît pas. Mais d'un côté, souvent quand on vient me voir pour me dire bah là là j'aime pas la situation dans laquelle on est, etc. C'est pas ce que j'avais prévu. Mais dans votre cas, tout se passe comme prévu, ce qui est suffisamment rare dans l'immobilier pour le noter. C'est que vous avez eu un chouette financement et que les choses se passent comme prévu. Ouais. Donc, si ce n'est que tu as eu des changements de boulot, ça a une petite conséquence sur ton fixe, mais au final, tu as un avantage en nature qui est la voiture de fonction. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Donc, question non, mais vraiment, il faut que je vous questionne pour essayer d'aller au cœur de c'est quoi cette insatisfaction. Ben, c'est de pas réussir à comprendre pourquoi je n'arrive pas à dépasser ce palier. Et alors, il est où ce palier? Parce que je sais pas. Pour moi, il y a 6 500 €, 8 500 si on compte effectivement les 2 PER. À quel moment vous l'avez atteint et est-ce que vous l'avez déjà atteint ce palier? Les 6 500 ou même les 8 500? Non, les 10 000. Vous m'avez parlé d'un palier à 10 000. Ouais, bah on l'a atteint 1 ou 2 fois et en fait après on a investi, on a fait des travaux chez nous. On a la deuxième fois qu'on a réussi à atteindre ce palier-là, bah on a investi dans la formation pour l'immobilier. Mais voilà quoi. Enfin, oui, non, mais c'est vrai. Je me crée des problèmes peut-être toute seule. Après, effectivement, ben pareil, on commençait à être bien. Et il y a eu la formation à % et je dis non mais là faut qu'on y aille. J'avais été assez raisonnable entre guillemets dans ma tête pour ne pas prendre la première fois. Et la deuxième fois, on a dit non, on passe pas une deuxième fois à côté de ça. Et donc bah voilà, forcément c'était le coût de la formation. Bah on a remis cet argent. Et c'était au même moment où on commençait à faire l'ameublement et machin. Et donc en fait, ben ça redescend. Alors Et l'ameublement, du coup, vous l'avez financé vous ou pas? Ouais. Oui. Ah voilà, quand même, il y a de l'argent qui est sorti du coup à un Oui, moment donné. pas pour le bien en lui-même, mais oui, tout l'ameublement c'est personnel, ouais. Ok. Mais ça, vous l'aviez modélisé, vous l'aviez prévu, vous saviez que cet argent-là allait sortir. Il y a eu des dépassements sur cette enveloppe-là ou pas? Un petit peu. Je pense De quel ordre? entre 1000 et 1500 €, peut-être. Sur un budget de combien? C'était, je crois que j'avais prévu 3 ou 4 000 €. En fait, c'est tous les à côté et de dire bah on a une conciergerie, donc en fait c'est des logements pour 6 personnes, donc bah c'est pas 6 serviettes, c'en est 18 ou 24 pour être sûr d'avoir des roulements, etc. Et en fait tout s'accumule, plus la déco, plus machin, enfin donc plus un four qui devait fonctionner qui ne fonctionne plus, donc au dernier moment il faut qu'on rachète un four. Plus, enfin voilà, il y a 2-3 trucs. Ouais, ça a été plutôt, je pense, une petite succession de petits imprévus. Mais parce qu'on démarre aussi nous, enfin dans l'investissement locatif courte durée, donc il y a plein de choses malgré le fait d'être très bien formé. Voilà, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément, et donc ça a été parce que on a quand même une vision un tout petit peu différente avec Ambre par rapport à cette approche à l'argent, mais là, il y a eu effectivement une succession de plein de petites dépenses non anticipées et donc pour le coup non prévues qui font que bah, là on se dit ah ouais en fait notre épargne ils font un petit peu. Mais moi là où ma vision est un peu différente, c'est que là c'est arrivé en l'espace de un mois. Mais là maintenant en gros on a fini de dépenser pour cette maison. Enfin là après c'est
la logistique et l'organisation mensuelle de la maison qui est prévu. Mais là, ça y est, on n'a plus de dépenses particulières à faire, donc y a pas d'imprévus qui vont arriver ici. Donc c'est là où moi je suis un tout petit peu plus détaché qu'Ambre sur ce fait-là, quoi. Sur celui qui est en travaux, Oui. est-ce que les frais sont déjà engagés ou est-ce qu'il va y avoir des frais aussi, notamment sur l'ameublement? Non, il faudra Les prévoir. prévoir l'ameublement, ouais. Ok. Et l'horizon de fin de travaux, c'est quand? Ça a pris beaucoup de retard. Il y a eu un gros souci structurel, donc on a dû emprunter presque 30 000 € en plus pour un souci de façade. Donc là, le chantier a repris depuis peu, donc là on en est vraiment presque aux prémices, donc on n'a pas encore commencé à budgétiser ça. Mais j'aimerais bien que ce soit terminé pour la fin de l'année. Oui, si fin civile, ouais. Comment vous planifiez les finances de projets comme ça? Autant sur les finances mensuelles, moi j'ai mon tableau et du coup je sais un peu ce qui rentre, ce qui sort et j'arrive à suivre comme ça. Autant les grosses dépenses, même si elles sont prévues, je pense que j'ai pas encore cette éducation trop, donc je sais que je vais avoir plus ou moins je vais faire à l'expérience, je vais faire ok, je sais que pour la première maison j'ai eu tant au global, du coup je vais essayer de prévoir tant pour la deuxième, mais ça se trouve cette fois-ci j'aurai moins ou j'aurai même un peu plus, j'espère pas, mais là en fait c'était de se dire, tout ce qui est venu en plus et les 1000 ou 1500 € de plus, c'est aussi, je pense, parce que peut-être que moi j'avais mal planifié et que quand on aménage une LCD, on se dit tiens en fait faut rajouter ça et c'était un peu pas au feeling mais un petit peu quand même en fait. C'est quand je me rendais dans les magasins en disant mais qu'est-ce que moi j'ai envie de retrouver dans une maison, dans un Airbnb, et en fait tiens j'ai pas pensé à ça. Ah tiens, puis en fait j'ai pas pensé à ça. Et on arrive à la fin chez Ikea et c'était x2 sur le budget, quoi. Donc, si je comprends bien, il y a à la fois un manque d'expérience. Ouais. Donc vous avez découvert les choses sur le premier. Mais si je comprends bien aussi, il y a un manque de planification. Ouais. Vous savez pas Je vraiment pense. ce que vous allez encaisser et décaisser quand. Et du coup, comment votre trésorerie va fluctuer. C'est ça. Ouais. Exactement. Okay. Mesdames, messieurs qui m'écoutez, retenez bien ceci. Les gros projets dépassent toujours le budget. Que l'on parle de vacances, que l'on parle de travaux, que l'on parle d'emménagement, que l'on parle de mariage, que l'on parle de l'arrivée d'un bébé, peu importe, vous prévoyez X et ça finit toujours ou presque toujours en X plus 10%, X plus 20%, voire même X plus 50%. Quand vous budgétez pour de gros projets, prévoyez toujours une enveloppe d'au moins 20% supplémentaire. Le mieux, honnêtement, c'est quand même de prévoir 50% de plus pour n'éviter aucune surprise. Malheureusement, le manque de planification de la plupart des gens pour les gros projets est très très fréquent. On pourrait croire que plus les montants de dépenses pour des projets sont élevés, plus la planification financière sera scrupuleuse. Mais en réalité, c'est totalement différent. C'est l'émotion qui va prendre le dessus sur ces grandes décisions de se marier, de dépenser de l'argent pour son mariage, des frais qui sont liés à l'arrivée d'un bébé, etc. Tout ceci, ce sont des choses qui sont très émotionnelles. Et donc, ça prend le dessus. Parce que, évidemment, pour notre mariage, pour notre premier enfant, pour notre maison de rêve, il n'y a rien qui soit trop beau. Alors, comment planifier vos finances personnelles sur les 12 ou 24 prochains mois ?
un budget vous permet de faire des allocations de votre argent, des poches, une répartition de votre argent. Donc, par exemple, ce mois-ci, il y a tant qui est alloué à tel poste et tant qui est alloué à tel poste. C'est vulgairement la méthode des enveloppes. Vous allez répartir vos finances sur différents postes, différentes enveloppes de dépenses. Mais le budget, ce qui repose sur la méthode des enveloppes, c'est une vision statique de vos finances. Et c'est pas ça qui va nous aider pour faire de la planification financière. C'est utile, mais on va aller un petit peu plus loin. Si maintenant vous voulez savoir exactement, mois après mois, combien va sortir, combien va rentrer, et donc il y aura combien sur vos comptes, vous devez faire ce qu'on appelle un tableau de flux de trésorerie. Il n'y a rien de plus simple. Ligne numéro 1, ce qui rentre. Ligne numéro 2, ce qui sort. Ligne numéro 3, la différence entre les deux. Mieux vaut le faire au cumulé d'ailleurs. Et vous pouvez aussi détailler toutes ces lignes par projet si vous préférez et non pas juste en gros ce qui rentre et ce qui sort. Vous pouvez détailler ce qui rentre et ce qui sort par différents projets. Ensuite, vous prenez les colonnes. La première colonne, c'est ce qu'il y a actuellement sur vos comptes et chaque colonne après, ce sont les différents mois, donc les 12 ou 24 prochains mois et vous allez pour chaque mois donc remplir les différentes cases du tableau, ce qui va rentrer, ce qui va sortir. Donc par exemple, mois après mois, vous allez ajouter sur la ligne 1 ce qui rentre, vos salaires, vos primes, les revenus de vos investissements. Donc ce n'est pas nécessairement toujours le même chiffre mois après mois qui va rentrer. Puis vous allez faire la même chose sur la ligne 2, c'est-à-dire ce qui sort. Vous allez mettre ce qui sort au quotidien, mais vous allez aussi mettre les différentes choses qui sortent de manière plus exceptionnelle, comme par exemple les apports pour des projets d'immobilier par exemple, un déménagement qui est prévu, des vacances, des frais supplémentaires pour les vacances, pour les fêtes de Noël, les cadeaux, etc., etc. Vous pouvez le faire pour vos comptes personnels. Vous pouvez évidemment aussi faire un tableau de flux de trésorerie pour les comptes de vos SCI si vous en avez pour vos investissements immobiliers ou vos comptes professionnels si vous êtes votre propre patron. Qu'est-ce qui va se passer à la lecture de votre tableau? C'est que en phase où vous investissez massivement, les caisses vont se vider. Il va y avoir de l'argent qui sort. Et notamment si vous faites des projets immobiliers et avec tous les imprévus qu'il y a, vous allez effectivement sortir de l'argent pendant un certain temps. Puis, en phase que j'appelle de récolte, les caisses vont se remplir. L'idée, c'est de savoir exactement quand est-ce que vous serez au plus bas dans les 24 prochains mois pour éventuellement corriger le tir si c'est nécessaire par anticipation. Pour les membres du programme 1%, c'est un exercice que je propose de faire avec les tableaux qui sont déjà fournis, prêts à remplir. Et c'est exactement ce qu'il a manqué à Ambre et Clément, de ne pas avoir ce tableau de flux de trésorerie pour planifier leurs différents investissements. Tu peux avoir du flou quand tu as 50 000 balles sur tes comptes. C'est ça. Le flou quand tu as 5 000, t'as qu'à 1 000 € ou 1 500 € près, c'est pas du tout la même chose. On parle de 20% de votre épargne disponible. Exactement. Donc, l'anxiété, elle est légitime. Après, on va aller voir dans le détail puisque ça génère pas les mêmes choses chez vous. Mais vous êtes dans le flou. Clément, il a plutôt tendance à se dire ça va aller, on va se débrouiller, on va s'en sortir. Peut-être parce que vous avez connu bien pire. Ouais. Et on sait que quand on a connu le fait de ne rien avoir, puisque vous étiez à découvert tous les mois, littéralement vous étiez en banqueroute, vous viviez sur l'argent des autres. L'argent de la banque, en l'occurrence. Ouais, c'est ça. Donc, quand on n'a rien, on a moins peur de perdre. Alors, oui, il y a encore plus défavorable qu'une situation de découvert permanent, ce qui peut mener à une situation de perte de son logement, etc. Mais quand il y a des revenus, qu'il y a un travail, il y a malheureusement, en tout cas selon mon point de vue, tellement de gens qui vivent dans cette situation. J'en ai reçu dans le podcast, etc. C'est pas une situation qui est souhaitable et en fonction des individus, ça crée une charge mentale qui est plus ou moins importante. Mais vous êtes sorti de cette situation et donc tu vois très bien ce que tu as à perdre maintenant. Et je pense que c'est plus toi. Hein, oui, c'est plus moi. et vous savez ce que ça vous a, par quoi vous êtes passé pour arriver à cette situation. Et d'ailleurs, c'est une question très intéressante. Si on mettait en relief cette période-là,
depuis que vous avez commencé à vous intéresser à vos finances, tu dirais que le chemin, il a été plutôt comment? 3 petits points, si tu devais le qualifier. Ce chemin de reprise en main de vos finances qui vous a amené à ces investissements, il a été comment? Moi, j'ai envie de dire qu'il a été doux. Enfin, Génial, j'adore entendre ça. non, mais en fait, une fois que ça a été mis en place, on n'a pas eu de vraies galères. Et mais est-ce que ce serait pas comme une personne qui perd beaucoup de poids d'un coup et qui en fait, ce que je me dis, moi, je suis hyper fière de mon parcours, mais en fait, j'ai tellement peur de retourner entre guillemets dans mes vieux travers, dans cette situation-là de découvert. Alors, on fait tout pour, hein, mais est-ce que ce serait voilà une personne qui perd beaucoup de poids, en fait, elle se voit peut-être encore, elle a peut-être pas encore fait le chemin psychologique pour se dire pas qu'en mis à fait, jour ton logiciel en fait. Ouais, Ouais, c'est et je ça, pense que j'ai pas, je me vois encore comme un peu honteuse et de pas de que j'ai toujours l'impression de galérer et que alors qu'en fait, oui, Vous avez connu le découvert pendant combien de temps? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? C'est quoi votre histoire? On est ensemble depuis 11 ans 2013, bientôt. ouais. Ouais. Waouh! On a toujours été, en gros, jusqu'à ce qu'on habite ensemble en 2014-2015. Donc ouais, ça fait 10 ans. En fait, un moment c'était moi qui avais pas de travail, un moment c'était lui qui avait pas de travail. On était sur la fin de nos études. Moi, j'avais une relation à l'argent hyper dépensière. Moi, pas du tout. Et du coup, ouais, on a quasiment toujours galéré. Franchement, on a toujours été à découvert. Alors pas là, c'était vraiment sur la fin où les 1500, on les atteignait très facilement. Mais ouais, on s'est toujours connus à découvert. Donc, et même avant de rencontrer Clément, toi, Ambre? Oui et non. Oui. Non, mais j'essayais de pas être trop à découvert, mais j'avais pas d'épargne. Ou alors quand je faisais des épargnes, c'était tiens, je fais une épargne pendant 2-3 mois où je me serre entre guillemets un peu la ceinture pour pouvoir me payer un voyage. Et après, je reprendrai le shopping, ça sera pas très grave, quoi. Mais T'as toujours été locataire à cette période-là? ouais. Est-ce que vous êtes propriétaire à l'heure On actuelle? est propriétaire de notre maison depuis 2017. Depuis 2017, ok. Ouais. Donc, toi, Ambre, tu as toujours connu une sorte de précarité financière qui s'est du coup transposée dans votre couple. Et donc, toi, tu dis que vous avez toujours été un peu en galère. Et en fait, vous achetez vos premiers biens fin 2022, donc 1 an après la reprise en main de vos finances. Ouais. C'est-à-dire que en espace de temps qui est très court, et fin 2022, c'était il y a 18 mois, hein, somme toute, en 1 an, vous passez de la galère est ma normalité à je suis investisseur, j'ai une nouvelle identité d'investisseur immobilier qui cherche à générer des revenus passifs, liberté financière, formation, bidule chouette, etc. Ouais, Ambre, elle trouve que le chemin est doux. Moi, je trouve doux aussi, mais plutôt fulgurant finalement. Enfin, parce qu'effectivement, en très peu de temps. Alors du coup, je suis en train de penser, désolée, je te coupe Clément, et je suis en train de penser que c'était peut-être plus août 2020, pas août 2021. Donc c'est 1 an, mais bon, ça reste quand même 1 an, seulement un an de plus, quoi. Oui, ou en 2 ans au lieu d'un peut-être. Enfin voilà, non mais oui. mais Pardon. mais parce que oui, parce que la situation était devenue tellement insupportable ou catastrophique, je sais pas quel terme vraiment utiliser, qu'il a fallu mettre vite des outils en place et réagir. Et c'est pour ça que moi je trouve que le chemin a été fulgurant, ouais. Et
que le chemin soit plus doux ou plus fulgurant ou plus les deux, dans les deux cas, vous en avez une image qui est quand même plutôt positive, Oui. plutôt agréable. Oui. C'est-à-dire que le chemin, en fait, pourquoi je dis ça, c'est si tu venais à revivre des moments un peu difficiles, je dis tu parce que je m'adresse plus à Ambre. Oui. En réalité, ce que tu n'as pas compris, c'est que les ressources, tu les as maintenant. Les ressources pour refaire le même chemin, tu les as. Et en plus, ça t'a pas coûté. C'est-à-dire que ça a été agréable. Tu vois, tu prenais l'analogie avec la perte de poids. Si tu perds du poids, que ça t'a pris 3 ans, 4 ans pour perdre 20, 30, 40 kilos, tu vois, pour les personnes qui sont vraiment en obésité, et que du coup, t'as peur, parce qu'on le sait, hein, malheureusement, c'est statistique, la reprise de poids, même chez les personnes qui se sont fait opérer, etc., elle est là. C'est-à-dire que si les 2 ans, 3 ans ou 4 ans que tu as mis à perdre ce poids-là ont été difficiles, douloureux, fait d'efforts, de sacrifices, que tu l'as pas bien vécu, l'idée de devoir refaire ce chemin-là, même si tu sais que tu es capable de le faire, elle va plutôt te mettre dans une énergie de découragement, quoi. Le découragement, c'est pas vraiment une énergie qui favorise le mouvement. Bien sûr. C'est un peu une énergie du laisser aller. On n'est peut-être pas loin du foutu pour foutu ou à quoi bon? À quoi bon faire tout ce que je fais? Puisque de toute façon, j'ai une chance sur 2 de reprendre du poids et je l'ai fait une fois, mais je le referai pas 2. Toi, t'as fait le chemin une fois, mais vous avez kiffé. Vous avez l'air d'avoir kiffé, en fait. Toutes ces formations. Après, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait sans sacrifice, mais on était OK pour faire ces sacrifices-là. Et oui, ça nous a pas tant coûté que ça, quoi. C'est sûr. Alors oui, je dis pas que tout est joie et tout est bonne humeur et tout est voilà pour avoir fait moi-même ce genre de choses. Tout n'est pas joie, mais c'est aussi chouette de pouvoir dire en fait on a kiffé faire ça, on a kiffé faire ça à 2. On s'est découvert, on s'est rapprochés, on a plus de complicité, on a acquis de nouvelles compétences ensemble, on est encore plus complémentaires. Enfin, tout ça, en fait, toutes ces choses-là qui arrivent, j'ai plus confiance en moi, toutes ces externalités positives qui viennent aussi et qui, effectivement, des fois, ont été faits en faisant des choix, on va dire, que tu vis plus ou moins comme des sacrifices. Des fois, c'est des choix, des fois, c'est des vrais sacrifices. Après, c'est toi qui mets le curseur là où tu... Bien sûr. Non, t'as raison. Là où tu le souhaites. On oublie de dire, et moi la première, que se construire un patrimoine, faire de l'immobilier, générer des revenus passifs, racheter des laveries, c'est un putain de méga kiff. Oui, on travaille le soir et le week-end. Et oui, il y a des galères, des imprévus et des moments qui sont plus down que d'autres. Mais c'est aussi et surtout du temps passé à apprendre des choses, à développer des compétences qui sont ultra valorisantes, à se découvrir, à avoir des conversations passionnantes avec son partenaire ou avec les gens qu'on rencontre, à développer sa créativité, à être fier de soi, à développer sa confiance en soi, à recevoir des grandes bouffées de satisfaction, voire même d'adrénaline et aussi de fierté, plus de complicité aussi dans son couple et de nouvelles possibilités offertes grâce à l'argent, évidemment, qu'on génère. Et donc cet argent, c'est plus de voyages, par exemple, plus d'épargne pour se sécuriser, de manière générale, plus d'argent, de richesse pour kiffer. Ambre a décrit le chemin de désendettement comme doux, Clément comme fulgurant. Notez que dans leur cas, ils semblent avoir fait ce chemin main dans la main, malgré leur approche différente de l'argent, leur relation différente à l'argent. Cela dénote une très grande force de leur couple, d'être capable, après 10 ans ensemble, de se dire « Stop, maintenant c'est fini les conneries » et on se met à construire ensemble et je voudrais quand même les féliciter pour ça. Qu'est-ce que ça dérangerait que vous soyez des investisseurs immobiliers aguerris et successful? Je vais
De mon côté, globalement personne, donc je vais laisser Ambre répondre. De base, mon père et ma sœur ne sont pas hyper favorables à cette. Enfin, ils nous suivent dans le projet, ils posent des questions, etc. Mais le côté investissement et jouer avec l'argent, ils sont pas hyper fans de base. Pour Jouer avec l'argent, c'est les mots que eux utilisent? Oh ben, c'est-à-dire que quand on a donc Ils ont pas forcément utilisé ce terme-là, mais non, ils nous ont dit du coup vous jouez au Monopoly quand on leur a annoncé qu'on avait signé l'achat de 2 maisons dans la même rue. Dans la même rue, mais qu'on avait acheté 2 maisons parce qu'on les avait pas forcément prévenus avant de notre projet. Voilà, le premier truc c'est les capitalistes, vous jouez au Monopoly, etc., etc. On le savait, hein, mais ils nous l'ont dit quand même. Alors pour que je comprenne le contexte du coup Oui. familial, en quoi c'est un problème pour toi ces jugements ou ces critiques émises par ton père et ta sœur? Moi, ça me dérange pas en tant que tel. Parce que je sais pourquoi nous on le fait et que j'ai les arguments pour discuter avec eux sur une discussion totalement ouverte sur le sujet, même si on ne sera pas d'accord. Mais c'est sûr que la relation à l'argent dans le côté investissement, il est compliqué, quoi. En fait, dans le fond, ça dérange pas parce qu'on sait aussi qu'on l'a fait à l'issue d'une formation. Enfin, on s'est pas levé un matin en disant tiens, on va acheter 2 maisons et c'est parti. Enfin, il y a quand même toute une démarche et même bien avant la formation à l'investissement, il y avait, ça venait pas, ça venait pas juste comme ça. Mais je pense qu'on voulait, comme beaucoup de gens liés à l'immobilier qui peuvent tout de suite remettre des barrières sur s'il y a pas de locataire ou si ça fonctionne pas ou si etc. Je pense et surtout, Ambre voulait être sûr de savoir que l'investissement était fait, qu'on avait signé et que ça allait pouvoir marcher pour le dire. Alors que de mon côté, moi j'ai prévenu mes parents dès le début. Enfin, ma famille. Ok. Donc, ça dérange ton père et ta sœur que vous fassiez ce que vous faites? Oui. Et toi, ou vous, on va dire toi, hein, t'es assez détaché vis-à-vis de ça? Je pense, j'espère. Oui, forcément, ça m'embête parce que quand on s'est lancé là-dessus, forcément, moi, je me lance quand je prends un projet en main, je me lance vraiment à 300% dedans. Et donc forcément, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de partager les connaissances que j'ai apprises, etc. Et forcément, ça me dérange pas, mais ça crée quand même un décalage vis-à-vis d'eux parce que c'est pas on n'en parle pas en fait. Donc il y a une grosse partie de ma vie et des enjeux que je peux avoir sur les derniers mois de préparation, de fin de travaux, etc., etc. Ça va être très succinct, mais ils savent pas toutes les galères qu'on a gérées. Appeler Internet parce que ça fait 6 semaines qu'on n'a pas Internet et qu'on a des locataires qui arrivent. Et en même temps, voilà. Et que notre envie, ça, je pense ils ont même pas encore capté ça, mais qu'en fait, notre envie, c'est pas de s'arrêter à 2 maisons. On a envie de continuer. Clément a du coup a eu une opportunité pour continuer de travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment quelque chose qui nous parle, qui nous anime et je pense que oui, dans leur tête, eux, ils n'ont pas encore assimilé que
notre projet, c'est de continuer, quoi. Tu peux me parler des relations avec ton père, ta sœur? Est-ce que tu as d'autres frères et sœurs? Est-ce que ta maman Moi, est là? j'ai qu'une sœur, j'ai ma maman. Ma maman, une crème, en fait. Elle veut juste que je sois heureuse. La relation à l'argent, enfin, on n'en parle pas trop, mais c'est pas un tabou. C'est juste, tu veux faire ça, vas-y, je te suis. Elle a toujours, enfin voilà, elle a vu la déco, elle a adoré. Enfin, voilà. Ma sœur, bah en fait, mon côté de dépensier vient de mon papa, qui est très 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 dépensier. Et ben ma sœur, enfin en fait, elle a fait le chemin inverse de moi quand on est parti de la maison. Et en fait, elle est pas du tout radine. Par contre, elle met tout de côté. Elle touche pas. Elle a une assurance vie, mais pas de trucs dynamiques. Elle veut vraiment le minimum de trucs de danger pour être sûre d'avoir son argent, quitte à du coup en perdre avec l'inflation. Ses épargnes sont sûrement au max, etc. Et voilà. Et du coup, mon père effectivement est très dépensier, quoi. Tes parents sont séparés? Non, ils sont ensemble. Ils sont ensemble? Ouais. Comment vous viviez ces choses-là quand vous étiez jeune? Tu vois, comment ça vous a affecté ou pas, le comportement de ton papa avec l'argent? Parfois du stress parce que la situation de découvert que tu parles dans beaucoup de couples ou beaucoup de familles, je veux dire, je l'ai pas découvert en étant avec Clément, Adulte? hein. Non, c'est ça. Je le connais depuis que je suis toute petite. Où en fait, dès le 10 du mois, on mange des pâtes, parfois un petit déj le soir parce que le pain c'est moins cher que de faire un vrai repas. Et et voilà quoi. Enfin, oui, c'est ça. En fait, nous, on n'était pas stressés parce qu'on n'a jamais manqué de rien, et pour ça, je leur en suis très reconnaissant. Mais eux, ils étaient stressés, quoi. Ils passaient des soirées à checker leurs chéquiers, à faire les comptes, mais un compte de suivi, même pas un compte de planification de dépenses. Et ils continuent sur leur lancée, quoi. Je pense qu'il n'y a pas un jour où mon père ne reçoit pas un colis de la Fnac ou Lego ou autre chez eux, quoi. En fait, il y a cette vision, surtout chez mes parents, enfin, en tout cas surtout chez mon père, de les personnes qui sont riches ou c'est soit parce que ils font des trucs louches, comme jouer à l'investissement immobilier sûrement, soit parce que oui, mais eux, ils ont de la chance, ils ont hérité parce qu'ils viennent d'une famille riche, quoi. Et il n'y a pas cette notion en fait, tu dois gagner ton argent par ton travail, mais il n'y a pas, si tu gagnes ton argent autrement que par le travail et salarié, en plus, c'est vu comme un peu bizarre, quoi. Ok, donc il y a des règles de comment on gagne son argent, de ce qui est du coup approprié et pas approprié. Et si tu sors du playbook, si tu sors des règles, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Toute personne qui chercherait à s'enrichir en dehors des règles de je vais travailler, je vais gagner de l'argent et j'attends ma promotion, etc. Qu'est-ce que ça dirait de cette personne, tu penses, selon le référentiel de ton papa? Lui, il a pas enfin, je pense qu'il n'a pas de problème avec le fait de gagner beaucoup d'argent via son métier, avec des évolutions et des montées en hiérarchie. Ça lui, enfin voilà, pour lui effectivement. Ça, c'est dans son cadre. Ouais, ça, son cadre, c'est ça. Oui, le fait de gagner de l'argent, c'est pas le fait de gagner de l'argent ou beaucoup d'argent. Si c'est dans le cadre salarié, un travail salarié, grosse tu boîte, montes les gros poste. échelles
Et voilà, quoi. T'arrives à 70, à 60 ans, au max, parce que, ça le dérange pas. Enfin, c'est un schéma, oui, bon, un schéma aussi un peu classique, je pense. Peut-être je me trompe, mais pour cette génération-là, de dire voilà, après c'est monter en grade ou en échelon, ou changer d'entreprise pour une entreprise encore plus grosse ou un plus gros groupe. Euh, Lui, il a travaillé dans un gros groupe aéronautique dans lequel Ambre a aussi un petit peu travaillé, donc dans lesquels il est possible d'évoluer ou de changer de site ou aller à l'étranger ou gagner encore plus. Donc voilà, lui, enfin, il serait hyper heureux si Ambre gagnait 10K par an en plus dans ce groupe-là ou dans ce secteur-là ou en partant à l'étranger. Ça, c'est son cadre. Ok. Du coup, là, Ambre, tu sors du cadre. Ouais, un petit peu. Bon, déjà, ça a commencé parce que je suis allée en campagne, mais oui. Ok, donc par plusieurs aspects de tes choix de vie, ouais, tu sors du cadre. Ouais. Alors que sur les deux filles, c'est celle qui en sortait le moins petite, pour le coup. Ok. Et donc, par plusieurs aspects de ta vie, tu sors du cadre. En quoi tu penses que le fait de te sentir pauvre ou de t'attacher à cette peur du manque te permet de garder un lien avec ta famille? Je sais pas. C'est une bonne question. Je veux pas mettre trop de blanc, mais ouais, ben peut-être que ça m'oblige, enfin, en tout cas que ça me permet de garder un lien avec lui surtout, parce qu'avec ma sœur ou ma mère, il y aura toujours autre chose, mais peut-être que tu as raison, peut-être que cette vision-là me permet de pas me sentir trop 1% et donc trop loin de ce que lui a comme vision de la vie, quoi. En fait, tout à l'heure, tu exprimais le fait de dire, en fait, ces projets qu'on a, ces projets de vie, ils prennent beaucoup de place dans notre quotidien. Et puis, en fait, j'ai pas d'espace pour communiquer sur ces choses-là avec mon père et ma sœur. Ce qui fait que finalement, ils n'ont pas tellement accès à la version la plus actuelle de moi, de Clément, de notre vie. Et ça, fatalement, ça crée une déconnexion. Quand les sujets qui sont les plus importants, qui sont ceux dont tu discutes au quotidien, sont pas des sujets sur lesquels tu connectes avec les gens de ton entourage, ça crée une distance. Mais ça, tous les gens qui sont dans un processus de changement personnel, que ce soit par la spiritualité, par le développement personnel, par les aspirations, etc., sont confrontés à ça. Soit on a tous des entourages comme ta maman et 100% des gens sont à fond et soutiennent et sont toujours bienveillants. Quoi que tu fasses, mon fils, ma fille, ce sera toujours génial à mes yeux. Soit on a des gens qui, des fois, pas énormément de bienveillance, on juste projettent leurs peurs, leurs insécurités sur nos choix et sont pas forcément très enclins ou très à l'aise avec les décisions qu'on a prises. Et aussi parce que ce qui nous anime au quotidien peut tout simplement être des sujets qui n'animent pas les personnes qu'on côtoie. La question se pose fatalement, en gros, quand on n'a plus grand-chose à se dire ou plus grand-chose en commun, qu'est-ce qu'il advient de la relation ? Oui, c'est vrai. Après, moi, le fait qu'on ne soit pas d'accord ne me pose pas de problème, mais encore faudrait-il que la discussion puisse s'engager. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois que lui n'est pas forcément intéressé. C'est-à-dire que ma sœur, elle est pas forcément pour des raisons qui la regardent et il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle va me poser des questions. Ah tiens, les premiers locataires, ils étaient contents, machin. Enfin, ça va s'arrêter là. On va pas parler pendant 3 heures sur ce sujet-là, mais elle y pense. En tout cas, elle pense à moi. Elle me montre qu'elle pense à moi avec ça.
Mais mon père, effectivement, c'est très compliqué de trouver des sujets. Enfin, en fait, on peut s'intéresser à ces sujets, mais lui, il me demande jamais, par exemple, comment ça va au travail. Même au travail, hein, juste ça. J'ai pas forcément la place de m'exprimer sur oui, ce qu'est ma vie de maman de 2 enfants, avec un travail, avec des déplacements. Enfin voilà, donc encore moins sur mes passe-temps d'investisseuse, mais ouais. Qui on est en relation à l'argent est une partie de notre identité. Un tel est dépensier, dépensière, au contraire, il est bonne gestionnaire, il est généreux, elle est généreuse, ou il est radin, il est investisseur aguerri, il est prudent, il aime prendre des risques, etc., etc., etc. On se colle tout un tas d'étiquettes à nous-mêmes et aux autres. Cette identification à notre relation à l'argent freine toute possibilité de changement. Car quand je suis dépensière, c'est que probablement je me vois aussi comme quelqu'un qui sait profiter de la vie et ça a de la valeur pour moi. Et quelqu'un qui sait profiter de la vie, c'est peut-être dans votre cas quelqu'un qui est toujours habillé, toujours à la page, toujours très stylé, ou alors, en fonction de la manière où vous dépensez votre argent, c'est peut-être pour vous une identité de bonne mère ou de bon père parce que l'argent, vous le dépensez essentiellement pour vos enfants. Et donc, que se passe-t-il de cette identité que vous vous êtes construit avec des étiquettes si vous vous mettez à changer vos comportements ? Par exemple, où passe la nana stylée et toujours prête à dire oui à une bonne soirée entre copains si elle se met à investir et donc ne plus avoir ni d'argent ni de temps disponible pour faire ce qu'elle faisait avant ? Si aujourd'hui vous avez décidé de revoir vos finances du quotidien et peut-être aussi la façon dont vous répondez à vos enfants quand ils vous sollicitent, eh bien effectivement ça va remettre en question cette identité qui est je suis une bonne mère quand je donne à mes enfants ce qu'ils me demandent, quand je ne leur refuse rien, quand je leur permets d'avoir accès à ce qu'il y a de mieux, je suis une bonne mère. Sauf que peut-être des fois ce qu'il y a de mieux n'est pas compatible avec vos finances. Et donc, c'est non seulement votre identité qui change, mais évidemment, c'est ce qui vous connecte aux autres. Comment maintenir le lien si vous ne payez plus la tournée à vos potes, si vous vous mettez à investir alors que votre père pense que les investisseurs sont des profiteurs, ou si vous mettez à dépenser un peu plus pour vous et un peu moins pour vos enfants. Votre comportement avec l'argent n'a pas juste une conséquence sur votre situation financière, mais il fait aussi bouger les contours de votre identité et de l'image que se font les autres de vous. Et c'est pour cette raison notamment que nos comportements sont si difficiles à faire évoluer en lien avec l'argent. Dans le cas de Ambre, elle a un papa qui a clairement défini les limites de la manière dont il est acceptable de gagner de l'argent. Ambre a internalisé ses limites et il se peut que ces limites internes aient été, ou soient encore, en conflit interne avec les propres ambitions de Ambre. Heureusement que dans son cas, elle est soutenue par Clément et par sa mère, mais peut-être que ce n'est pas votre cas à vous. Ambre, si on en revient au sujet qui t'amène davantage, toi, à ce coaching, mais qui est l'anxiété financière ? Oui. C'est une peur de quoi qui se cache derrière ça ? Je pense que c'est un peu une peur du regard des autres. Ok. De pas... Comment dire ? De me dire qu'en fait, il y a des gens avec des revenus moins élevés que nous qui arrivent à mettre beaucoup d'argent de côté, enfin voilà, à avoir des épargnes beaucoup plus importantes que les nôtres et de me dire pourquoi nous on n'y arrive pas. Alors oui, le regard des autres, c'est moi qui me le mets toute seule parce qu'en plus on parle pas forcément de ces sujets-là avec les avec les amis. On connaît pas leur épargne, hein. Mais ouais. Et s'ils savaient, qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient de toi ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu crains qu'ils diraient de toi ?
que je sais pas trop gérer mon argent. Ok. Quoi d'autre? Ouais, enfin que peut-être je fais n'importe quoi avec de l'argent, enfin avec l'argent alors qu'on pourrait mettre plus de côté. Enfin, j'aurais peur qu'ils se disent non mais nous on gagne moins et on arrive à mettre de l'argent de côté, mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils font n'importe quoi. Voilà. Et pour que je comprenne, faire n'importe quoi, c'est quoi dans ton esprit? Faire n'importe quoi avec l'argent? Ben le dépenser, enfin. Alors, pardon, je vais poser ma question autrement. Faire n'importe quoi avec l'argent, ça dirait quoi de toi? Que ça dirait quoi? Oh là là, Ambre, elle fait vraiment n'importe quoi avec son argent, regarde. Ils n'arrivent pas à mettre beaucoup de côté, alors que Ouais. j'ai l'impression qu'ils gagnent plus que nous. Ben, je sais Ouais, pas. il y avait Peut-être qu'on le fait pourrait qu'on pas me bouge pas faire mal aussi, enfin, des week-ends ou par-ci par-là, donc peut-être que c'est pour être ça en disant, mais oui, mais bon, c'est normal, ils sont jamais là, ils partent toujours faire des week-ends. Enfin, je sais pas, moi, j'essaie d'aider, mais effectivement, c'est ce qui, enfin, c'est potentiellement ce qui pourrait se dire. C'est leur jugement ou c'est le tien? Clément ou Ambre? Ambre. Non, moi, c'est pas mon jugement, c'est ce que j'imagine qu'il pourrait se dire. En fait, je pense que j'ai peur qu'on ne me fasse pas confiance. Et que du coup, ben, la confiance, ça passe aussi à montrer que on sait gérer, entre guillemets. Et, et du coup, oui, ça, montrer qu'on sait pas gérer son argent, enfin, Ok. voilà. Donc, le fait que vous ne dépassiez pas les 10 000 euros d'épargne parce que vous investissez soit sur vous, soit sur vos projets, ça dit de toi que tu ne sais pas gérer, alors que ça fait 3 ans ou 4 ans que tu essayes de prouver au monde que les choses ont changé. Est-ce que Oui, ce serait pas ça le problème? c'est ça. Ouais, c'est ça. Je dis au monde, mais à toi-même surtout. Mhm, absolument. C'est sûr que j'ai souvent peur de retomber dans mes vieux travers d'addict de la dépense et que j'essaie de faire attention, mais que parfois j'ai l'impression de pas faire assez attention. Et donc, le problème, c'est que les autres te fassent pas confiance ou c'est que tu te fasses pas confiance à toi-même? Clément, arrête de rire. euh, peut-être que un peu des deux, mais plutôt que moi je me fasse pas confiance à moi-même. Donc, vous avez fait à deux tout ce chemin. Le logiciel n'est pas encore tout à fait actualisé. Tu as peur de revenir dans ce que tu considérais être tes anciens travers. Et effectivement, tu tiens absolument à cette nouvelle identité. C'est marrant parce qu'à la fois, le logiciel n'est pas updaté, mais vous avez mis beaucoup en œuvre pour passer à autre chose dans votre vie. Et donc, tu es passé d'une identité qui était collée à « je suis dépensière, je gère pas mon argent » à une identité qui, somme toute, a l'air d'être plutôt je suis une bonne gestionnaire qui investit son argent ». Sauf que, il y a quelques signaux faibles. Tu te dis « mince, ça colle pas avec l'étiquette, là ».
Donc, ça me travaille. Donc, on a parlé d'un signe faible, c'est je peux quand même pas me considérer comme une bonne gestionnaire s'il y a que 6, 7 ou 8 000 euros sur mes comptes. C'est pas possible. On considère pas quelqu'un d'une bonne gestionnaire quand il y a que ça sur les comptes. Oui. Puis attends, si j'étais une bonne gestionnaire, on partirait pas autant en week-end et en vacances. Cet argent, on l'épargnerait, on le mettrait de côté. Ça ressemble un peu à ça, le discours intérieur? Il y a Clément qui est là. Ouais, moi je suis, enfin. Ouais, non, si, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi les autres trucs de ta vie où tu te dis, finalement, j'ai pas tant changé que ça, puisque 3 petits points. Il y a d'autres exemples? T'en vois, toi, Clément? Parce qu'après, c'est tout le temps moi qui parle. Bon, je sais que c'est pour moi le coaching, mais... Parce que les questions te sont principalement adressées. Oui, pour les vacances, oui et non, parce que là, on part pas forcément... D'habitude, on part un peu loin, et donc le budget qu'on vise, il est respecté. Et là, cette année, on part un peu moins loin. Par contre, non, je te demande pas de rationaliser tes décisions. Je te demande d'aller chercher là où il y a de la culpabilité. Là où tu te dis encore, je suis pas à la hauteur. Je fais pas ce qu'il faut pour coller à cette image. Là, je peux pas me faire encore confiance parce que je fais ça. Je continue à faire ça. Et ça crée de la confusion, mais aussi de la culpabilité. Oui, je sais que par ailleurs, on fait ce qu'on fait. Mais regarde, je continue à faire ça. Je te parle d'un dialogue interne. Ouais, bien sûr. À quel autre endroit tu as encore de la culpabilité? Un peu au shopping. Ouais. Même si j'en fais pas... Enfin, j'ai pas l'impression d'en faire beaucoup, mais... je m'achète pas énormément de choses. Par contre, parce que j'ai peur de dépenser et de me dire, voilà. Par contre, Clément, il va me dire, tiens, j'ai vu ça, mais vas-y, prends-le. Parce que je sais que lui, comme il fait attention à l'argent, enfin, en tout cas, comme il a connu ces périodes de galère, les rares fois où il veut quelque chose, c'est bon, on peut se le permettre, vas-y, go, y a pas de souci. Mais moi, genre quand c'est le moment de moi me faire plaisir parce que j'ai envie d'un truc qui me manque, là c'est hyper difficile parce que je me dis à chaque fois je commence un panier par exemple et en fait je ne vais jamais au bout en me disant non mais tu vas quand même pas dépenser cet argent, c'est pas parce qu'on l'a qu'il faut le dépenser. Donc ça c'est un exemple assez qui revient en tout cas régulièrement. Je dirais que le problème, c'est pas de dépenser ou de pas dépenser. Le problème, c'est quand tu décides de ne pas dépenser, quelle est l'histoire que tu te racontes? Et si effectivement c'est de la culpabilité, tu peux quand même pas faire ça, tu le mérites pas, t'as pas encore fait assez d'efforts. Tu vois ce type de discours? Ouais, c'est ça. Allez, bam, je me flagelle. Non, mais c'est carrément ça. C'est non, mais là, on est bien parti ce mois-ci. Tu vas pas. Pourquoi tu veux dépenser cet argent? Ça sert à rien. Enfin, non quoi. Et c'est très symptomatique de quelqu'un qui a été dans une forme d'extrême, enfin en tout cas tel que toi tu le reconnais. J'ai été dépensière. Qui a mis une étiquette là-dessus de c'était pas bien. Tu vois? Parce qu'effectivement, ça vous a amené tout un tas de problèmes, d'anxiété, etc. Peut-être tu te sens mieux dans le trajectoire que vous avez pris aujourd'hui. Et le cerveau aime les raccourcis. On a besoin
de raccourcis. T'imagines si ton cerveau il devait réanalyser toutes les situations en permanence pour se faire un nouvel avis. Donc ton cerveau, il a dit ça, c'était pas bien. Et d'ailleurs, tu viens de me le dire, et je cite, « J'ai peur de dépenser. J'ai peur de moi-même, j'ai peur de mes comportements, j'ai peur de mes travers, j'ai peur de dépenser. » Parce que c'est plus simple pour ton cerveau de tirer une conclusion sur ce qu'il a fait, qui est « c'était pas bien ». Et parce que le fait de remettre de l'ordre dans nos finances, de réduire nos dépenses et d'épargner nous a amené beaucoup de choses bénéfiques, tous ces bénéfices au sein de notre couple, ce nouveau patrimoine, ces aventures, ces nouvelles compétences, cette fierté, cette confiance en nous, eh bien le cerveau, il fait un raccourci. Ah bah, ne pas dépenser, c'est bien. Épargner, c'est bien. Et à titre personnel, j'ai connu ces confusions et on passe notre temps à essayer de mettre le curseur au bon endroit pour nous. On passe le temps à se dire, en ce moment dans ma vie, par rapport à ce que je vis, c'est quoi le plus juste ? Qu'est-ce qui va me procurer le plus de bénéfices ? Et dans bénéfices, j'inclus à la fois de la satisfaction à court terme, mais aussi de la satisfaction et des bénéfices à long terme. Et c'est rarement dans les extrêmes. Donc, il y a une question de curseur qui a besoin d'être replacée. Très peu de gens sont capables de se priver pendant de longtemps, en fait, une longue période. Se dire « non, je peux pas », tu te dis non tout le temps. Après, c'est que, en fait, quand c'est moi toute seule, j'y arrive pas. Mais dire, tiens, on va aller voir des copains ou on va faire un repas avec des copains, ou ça va être pour nos enfants ou ça va être pour Clément, c'est pas moi. Donc, j'arrive en fait et ça me dérange pas et je suis très contente de le faire si je sais que je peux le faire. Mais dès que c'est moi et moi seule, j'arrive pas à m'autoriser ça, en fait. Oui, parce que qu'est-ce que tu ressens si tu le fais ? De la culpabilité. Voilà. Si tu te dissocies de tes propres choix, effectivement, c'est pas OK. Si c'est pour acheter un truc et ressentir de la culpabilité après, c'est pas ce qu'on recherche. Tu vois, on cherche un état où tu prends des décisions, tu fais des arbitrages quotidiens et tu te désolidarises pas de ces décisions 24 heures plus tard en disant « j'aurais pas dû faire ça ». Y compris quand tu dépenses pour les autres. Sauf que ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus facile d'alléger la culpabilité et d'être droit dans ses bottes quand on fait pas les choses pour soi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait quand c'est pour soi ? Bah, je culpabilise et en plus, c'était égoïste. Oh, vraiment, c'est le bonbon. Au moins, quand je le fais pour les autres, je peux rationaliser plus facilement ma décision et alléger éventuellement toute trace de culpabilité. C'est ça. Parce que je peux rationaliser ça. C'était pas pour moi, c'était pour les enfants. C'était pour passer un bon moment en famille, etc. Ambre a construit un narratif et une identité autour du fait qu'elle ne sait pas gérer l'argent. Et malgré tout ce qu'ils ont construit à deux ces 2 dernières années, elle est accrochée à ce narratif comme une moule à son rocher. Elle croit fondamentalement qu'elle n'est pas digne de confiance avec l'argent. Et pourtant, vous l'avez entendu, qui gère l'argent dans le couple ? C'est Ambre. Il y a au moins une personne qui lui fait confiance plus qu'elle, c'est Clément. Elle essaye de se persuader et de persuader le monde qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, elle est devenue digne de confiance avec l'argent, qu'elle est maintenant une bonne gestionnaire. Et entre la sortie du découvert et leurs récents investissements, mais aussi la baisse de leurs dépenses, elle a prouvé qu'elle pouvait mieux gérer l'argent, voire même très bien le gérer. Mais voilà,
Il reste un petit point noir, un tout petit point noir, c'est qu'ils n'arrivent pas à dépasser les 10 000 euros sur leur compte en banque. Et donc la sentence est irrévocable pour Ambre. Ambre ne peut pas être digne de confiance si elle n'est pas capable d'accumuler plus de 10 000 euros sur les comptes. Si seulement, dans son cas, elle pouvait se dire « Bravo Ambre pour avoir réussi en couple à faire tout ce chemin. Et ok, il y a encore du chemin pour se sentir en pleine maîtrise, mais les progrès sont spectaculaires. » Et si elle pouvait aussi se dire « Je me fais beaucoup plus confiance qu'avant, ça va continuer grâce à tout ce que je continue à mettre en place. » Au lieu de ça, elle a invité sa petite copine, la culpabilité, à entrer chez elle. Et quel rôle a la culpabilité ici ? Eh bien, c'est au cas où je ferai quelque chose de mal, et je mets des guillemets avec l'argent, la culpabilité m'aidera à me sentir suffisamment coupable pour pouvoir maintenir ce statut, ce nouveau statut de bonne gestionnaire digne de confiance. Par exemple, peut-être que son dialogue interne pourrait ressembler à « Je n'ai peut-être pas bien fait en agissant comme ça avec l'argent, mais au moins, je me rends compte et je culpabilise, donc c'est moins grave. » La culpabilité ici ne sert absolument à rien. Au contraire, au lieu de faire la place à un discours intérieur encourageant, elle vient saper le moral de tous ses efforts. Ouais, là, le trait est un peu noirci. Je trouve que c'est pas toujours le cas. Il y a quand même des moments où tu le fais et tu culpabilises pas parce que la situation fera que, enfin, qu'on peut le faire et tu le fais sans il y a des moments où tu le fais quand même sans te poser de questions. C'est pas systématique. Tu culpabilises pas à chaque fois. Non, mais Et puis inversement, il y a des moments où moi je me dis tiens, j'aimerais bien ça et tu me dis bah alors comme effectivement c'est quand même toi qui suis bien plus que moi le budget. Si j'ai vu qu'elle passait quelque chose, tu me dis ouais, OK, cool, mais attends plutôt le mois prochain. Enfin, genre il y a aussi il y a c'est pas que tout blanc ou que tout noir quoi. Il y a un petit peu des deux quand même. Je pense qu'il y a quand même des moments où tu t'achètes des choses sans trop culpabiliser et tant mieux. Il y a clairement tant mieux. Et puis il y a des moments où pour les enfants on a repoussé d'un mois parce que c'était pas obligatoire et pour moi tu me dis bah c'est pareil, attends le mois prochain, on a eu pas mal de dépenses ce mois-ci et puis voilà, enfin j'ai non, c'est sûr. Oui, mais Elle est c'est le curseur. très intéressante ton intervention, Clément. Elle m'aide à comprendre quelque chose. On a une anxieuse dans le couple et on a un moins anxieux. beaucoup moins. Pas anxieux du tout. Et en fait, quand un anxieux est anxieux et qu'il a en face de lui quelqu'un qui dit « oui, mais il n'y a pas de raison d'être inquiet » ou qui relativise, c'est souvent pas de nature à rassurer la personne qui est anxieuse. Et je pense que ce que ça met à jour aussi, c'est que vous n'avez plus la même plus la même vision de ce qui est être pauvre et être riche. Ouais, sûrement. On parle de 6, 7, 8 000 euros sur vos comptes. Moi, j'ai ma propre vision de est-ce que c'est beaucoup ou pas ? Est-ce que vous pouvez vous permettre de tel truc, tel truc ? J'ai la mienne. Clément a la sienne. Ambre a la sienne. Et je pense que vous n'avez pas la même. Tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Là, toi, Clément, par rapport à votre niveau d'épargne sur vos comptes, tu te sens comment ? Et tu dirais que pour toi, c'est bien, pas bien, beaucoup, pas beaucoup ? Moi, si je dois le qualifier aujourd'hui, je dis que c'est honnête, confortable. Ok. Alors, on rigole parce que Ambre, elle est là. Le langage non verbal. Pas du tout. On est limite à se prendre la tête dans les mains. Pas du tout. Jamais j'aurais utilisé ce terme. Voilà, exactement. C'est pas le terme que j'aurais choisi. Enfin, prioritairement honnête, parce que effectivement, là d'où on vient, c'est quand même très honnête. De finalement si peu de temps être propriétaire de 3 biens, finalement, si on compte notre résidence, et puis d'avoir cette épargne. Alors confortable, un début de confort. Effectivement, un début de confort si
doit se passer quelque chose et qu'on doive d'un coup d'un seul dépenser, enfin sortir une somme pour répondre à un problème, résoudre un problème. Mais oui, moi je suis. Alors effectivement, c'est aussi plus facile pour moi parce que moi j'ai pas cette vision hyper précise et détaillée parce que c'est Ambre qui fait le suivi budgétaire. Mais même si je suivais, je serais tout aussi serein. Enfin, là, j'ai les infos, je suis serein. Ambre, toi, c'est ce niveau d'épargne. Comment tu le qualifies? Je suis d'accord avec Clément sur le honnête. C'est honnête avec ce qu'on a dépensé pour les investissements, sur les formations, ça reste, enfin, c'est honnête. Après, confortable, pour moi, non, c'est pas confortable. Pour moi, ce serait vraiment genre le minimum, quoi. Parce que on a nos projets, enfin, parce qu'on veut grandir, parce qu'on veut faire d'autres choses, et que cash is king. Et que tiens, voilà, qui dit ça? C'est bizarre, hein, c'est bizarre. On se demande, et du coup, pour moi, c'est pas assez. Ok. Voilà. Donc, pour un, c'est confortable ou c'est un début de confort. Ouais. Pour l'autre, c'est un niveau 0. C'est un début de niveau. C'est pas un niveau 0 parce qu'on peut pas dire ça, mais c'est pas. Ok, c'est pas laisse-moi caricaturer un peu parce que en oui, fait, pardon. vous passez votre temps à essayer de rationaliser, à apporter de la nuance. C'est pas que c'est très bien dans une optique de dialogue et de communication. Là, moi, je force le trait volontairement pour vous faire prendre conscience que vous communiquez pas du tout au même niveau. S'il y en a un qui estime que la situation aujourd'hui, elle commence à être confortable, alors que l'autre estime qu'on commence à peine à sortir du négatif et j'ai surtout pas envie d'y rentrer et c'est le début du minimum de ce qu'il nous faudrait, vous ne pouvez pas être dans le même niveau de confortabilité. Vous ne voyez pas la même chose. Il y en a un qui est anxieux et l'autre non. De fait, vous n'utilisez pas du tout le même vocabulaire pour parler de votre situation, qui est pourtant la même. Vous avez tous vos comptes en commun, si je comprends bien. Ouais. Donc, cet argent, votre fonctionnement couple, c'est mon argent, c'est ton argent, c'est tout en commun. Et pourtant, vous ne projetez pas du tout la même chose sur ces sommes qui sont sur vos comptes en banque. Et je suis persuadée que quand vous en parlez, Ambre va soit essayer de chercher de la rassurance ou des solutions pour sortir de cette situation qu'elle estime être problématique. Là où Clément, lui, va se dire je vais la rassurer. En fait, c'est pas tellement que tu as besoin de rassurance, c'est que tu as besoin de clarté sur maintenant comment on fait pour faire mieux. Là où Clément, lui, il va te rassurer, dire non, mais t'inquiète, tout va bien. Mais c'est pas ce que tu demandes. Oui. Non, c'est vrai. Toi, tu veux un plan. Oui. Tu veux savoir comment on sort. Et toi, ça t'aiderait de projeter votre flux de trésorerie sur 24 mois, de savoir exactement quel mois vous allez être au minimum. C'est quoi, du coup, le minimum où vous allez être à ce moment-là? Et si éventuellement ce minimum n'est pas acceptable, de trouver dès maintenant des solutions. Clément, il est plutôt « je suis sûre que ça va passer, t'inquiète bébé ». Bon, j'irai pas jusqu'à dire « je gère » parce que visiblement c'est Ambre qui gère un petit peu plus le sujet des finances, mais tu vois, c'est « t'inquiète bébé, on a vu pire ». C'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, effectivement, moi, j'ai pas la vision précise, mais malgré tout, je vois. Enfin, il nous est rien d'arrivé d'imprévu. J'aime bien comme il n'y a jamais eu d'imprévu jusque-là. Non, mais globalement, visiblement, nous sommes nés sous une bonne étoile. Ça devrait continuer jusqu'à la fin des jours. Moi, Non, mais c'est-à-dire qu'en partie aujourd'hui, sur nos revenus, ça a un peu bougé. Et si ça a baissé, mais de peu.
Aujourd'hui, nos charges, elles n'ont pas augmenté. Donc même sans avoir le chiffre précis, notre capacité d'épargne, elle n'a pas bougé. Alors effectivement, l'épargne a fluctué avec des dépenses là ces derniers temps, mais qui ont été recréditées. Parce que Non, j'entends Clément, mais en fait, ce que je veux juste te dire, c'est que là, il faut que vous trouviez un moment pour vous retrouver sur un terrain où ce que Clément, t'es pas inquiété par les inquiétudes d'Ambre. Et tu trouves, t'as pas besoin de ce niveau de clarification pour te sentir bien. En revanche, Ambre, oui. Donc, soit tu te sens en mesure de faire cet exercice tout seul, parce que je fournis en plus plein d'outils dans le programme 1%. Mais peut-être, ça peut aussi être l'occasion d'un moment sympa de clarification ensemble. Pour pouvoir se dire, ok, je suis content de l'avoir fait avec toi. Clément, à la fin, il dira, je suis content aussi, même si, moi, j'en avais pas besoin, ou je savais que ça allait bien se passer, je te l'avais quelque dit. chose comme ça. Voilà, je te l'avais dit. Mais parce que du coup, Clément, si vous faites ça à deux, vous le faites pas pour toi, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est assez Et marrant c'est parce normal que t'en aies pas besoin. c'est assez marrant parce que justement dans la voiture, mais genre 500 mètres avant d'arriver à la maison pour se connecter aujourd'hui, on s'est dit non mais enfin on réexposait en fait ce qui se passait et pourquoi on venait te voir et la conclusion en sortant de la voiture c'était non mais en fait faut qu'on se fasse un point hebdomadaire, un point toutes les semaines où on se parle et où on regarde à deux ce qui se passe et pour que lui soit plus impliqué. Alors peut-être que ça n'aura d'effet que de me rassurer moi, mais qu'on ait une vision précise tous les deux pardon de la situation et que si effectivement il y a des plans d'action à mettre en place, on soit tous les deux avertis quoi et qu'on prenne les décisions à deux. Donc, ce que j'entends par rapport à ce que tu dis, Ambre, c'est qu'il y avait un sentiment peut-être de manque d'engagement de Clément sur ces sujets-là, ou peut-être de solitude de ta part sur ces sujets-là. Peut-être, ouais. C'est typique. Dans un couple, l'un s'occupe de la gestion financière du quotidien, a son système, a ses tableaux Excel et suit tout ça de manière attentive, quand l'autre n'en éprouve pas le besoin, voire s'en fout complètement. Arrêtez avec cette répartition des rôles. La gestion financière, ça se partage. Pas nécessairement dans une stricte égalité, pas non plus en faisant tout à deux, mais en partageant la responsabilité des finances du couple. Derrière l'argent d'un couple ou d'une famille, il y a des réalités, il y a un train de vie, il y a des responsabilités et surtout, il y a une vision commune de ce à quoi on veut que l'argent serve. Il est donc normal que ces sujets intéressent les deux partenaires. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Soit celui qui s'occupe seul des finances est très content, mais donc il finit par prendre toutes les décisions qui sont liées à l'argent, ce qui crée un total désengagement de la part de l'autre partenaire. Soit le partenaire qui s'occupe de l'argent en a marre et espère désespérément que l'autre veuille bien aussi partager les responsabilités, mais n'y arrive pas. Pour Ambre et Clément, ils ont déjà fait beaucoup de chemin à deux. Ils ont d'abord repris leurs finances en main pour sortir d'années de découvert, puis ils ont réalisé 2 investissements immobiliers ensemble. Ils parlent donc d'argent, mais pas vraiment à deux, chacun de leur côté. Entre Ambre qui tient les comptes et qui angoisse, et Clément qui ne suit pas et qui est un éternel optimiste, c'est un dialogue de sourds. On cherche à sortir de ce dialogue de sourds entre l'anxiété et l'optimisme. Et ça n'est possible qu'avec un fonctionnement en équipe où chacun exprime clairement ses besoins et se donne le rôle d'aider l'autre quand il ou elle est en difficulté. Voyons justement avec Ambre et Clément quelles sont leurs attentes non exprimées. On était toujours d'accord, mais quand je disais tiens ce mois-ci on va faire attention ou tiens ce mois-ci ça serait bien qu'on mette ça de côté pour ça, peu importe.
Et Clément, il me dit oui, bah pas de souci, ok. En gros, je prends note, mais il a pas la vision du budget du mois et de pourquoi je dis ça. Et enfin, en tout cas, il n'a que ma parole. Alors que si on se Ok. pose, Donc, il y a les si je comprends chiffres bien, quand et tu lui demandes de faire les choses, il est de très bonne volonté. absolument. Et du coup, qu'est-ce qui t'embête avec le... Tu vois, qu'est-ce qui te faudrait en plus? Tu veux pas juste qu'ils te disent oui, on va faire ce que tu dis, je te fais confiance, chérie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que ce soit C'est déjà pas clair. mal. Ouais, ça, j'ai l'impression qu'il le fait déjà, si je comprends bien. Ouais, ouais. Non, non, et c'est appréciable. Après, effectivement, peut-être que on soit plus engagés tous les deux sur les plans d'action à mettre en place et que tous les deux on suive la mise en place de ces actions. Alors, en tout cas, lui, il est prêt à suivre la mise en place de ces actions. En fait, si tu lui dis de le faire, j'ai l'impression qu'il va le faire, Clément. Bien sûr. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une demande inexprimée et je pense que c'est intéressant d'aller au bout. Moi, j'aimerais bien que pas ils prennent la responsabilité de le faire, mais que ça vienne de lui aussi de vouloir s'engager Voilà. là-dessus. Après, c'est exactement ce que je t'ai proposé dans la voiture. Oui, Ok. exactement. Donc, t'aimerais qu'ils prennent certaines décisions ou alors que vous puissiez les prendre conjointement et que ce soit pas toujours toi qui prennes les décisions et lui qui s'exécute. Ouais. Est-ce qu'il y a un type de décision spécifique sur lesquelles t'aimerais qu'ils prennent le lead? Ou un type de sujet spécifique? Pas vraiment, mais effectivement, si on pouvait se poser sur le plan de trésorerie en disant ok, à partir de maintenant, il faut qu'on s'assure de pouvoir mettre, je sais pas moi, tant de côté pour arriver à notre projet que d'ici décembre 2024, on soit à tant sur nos comptes. Enfin, qui soit leader de ça et qui prennent la décision, mais enfin voilà, qu'on puisse en parler vraiment ouvertement et pas oui oui ok bon le 14 juin on décide que il y aura plus 5 000 euros, je dis n'importe quoi, hein, qu'il y aura plus 5 000 euros sur nos épargnes, mais qu'après il n'y ait pas de suivi derrière et que la gestion du budget continue de m'incomber, mais qu'il n'y ait pas Est-ce que Clément, c'est clair pour toi ce qu'elle attend de toi? Oui. Ok, parce que pour moi, ça l'est pas du tout. Ah d'accord. Non, mais c'est très bien du coup si... si, parce que j'arrive à comprendre depuis le temps. Il a le traducteur. Tu as le décodeur. Mais non, mais en fait, c'est exactement ce qu'on se disait dans la voiture, c'est-à-dire que c'est ce que je lui ai proposé de finalement m'inclure et je trouve pas le terme, vraiment à ce suivi et à cette gestion et parce que tous les projets ce sont des projets à deux et donc effectivement tout doit être fait à deux tout doit être fait à deux. On base notre couple là-dessus, donc c'est vraiment de m'intégrer à ça. On sait, en fait, on arrive à savoir sur énormément de choses, on arrive à savoir qui va avoir la plus forte plus-value par rapport à son caractère ou par rapport à ce qu'il aime faire, etc. Et je pense que ça nous aide sur plein de sujets. Sur l'investissement, ça s'est vu, hein, enfin, c'était parfait. Mais du coup, faudrait qu'on arrive à se poser et à se dire, ok, moi, est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas réussir à épargner de par mon passé et de par rapport au fait que j'ai pas encore fait la mise à jour de mon logiciel? Est-ce que je lui laisse cette partie épargne à gérer parce que c'est là où lui ça lui pose pas de soucis ou en tout cas ça lui fait moins peur? Est-ce que c'est un autre système de fonctionnement? Mais voilà, d'arriver à se poser vraiment et à trouver cette solution-là, quoi.
En fait, tu cherches de la clarté et lui, non. Si je caricature donc. Que ce soit lui qui reprenne ces sujets-là, j'ai un doute sur le fait que ça réponde à ton objectif. D'accord. Parce que ça peut être... si tu veux, ça sera plus flou cool. pour moi. Cool, j'ai pu à m'en occuper. Mais ça sera plus clair du tout, par contre. Voilà, en fait, voilà, le sujet, c'est que c'est pas son fonctionnement à Clément. Et que du coup, t'auras pu à t'en occuper, c'est un bénéfice. Mais du coup, tu navigueras à vue, tu passeras ton temps à lui demander, et il n'aura pas le niveau de clarté dans ses réponses que tu attends pour que ça te rassure et que tu dises « Ok, tu vois, si je te dépeins une réalité où, d'ici la fin du mois, vous faites un tableau de flux de trésorerie, tu sais exactement ce que vous allez encaisser et décaisser mois par mois, que tu découvres qu'en fait, c'est le mois de novembre qui est le plus bas, que vous redescendez à 2 790 € sur le compte, et que du coup, dans la foulée de cette conversation, vous prenez déjà une décision et que c'est Clément qui dit « Ah, concrètement, il faut que je trouve un moyen de générer 3 000 € de plus avec mon activité d'indépendant d'ici là. Je vais faire ça, ça, ça et ça. » Que tout ce qu'il te dit qu'il va faire, t'as aucun doute là-dessus parce que tu sais que c'est abordable, facile pour lui, vu sa trajectoire professionnelle. À ton avis, tu vas te sentir comment à la suite d'une telle conversation ? Pas hyper bien. T'auras pas les infos que tu veux, en tout cas. Je vais me sentir rassurée pendant 5 minutes. Et après, la contrôle fric en moi va se dire ouais, mais du coup, j'ai besoin de plus de précision, quoi. Oui, ça, parce qu'il y a malgré tout quand même encore des restes un peu de contrôle fric. Et donc... Alors, c'est marrant, j'attendais pas du tout cette réponse. Parce que moi, je pensais que vous avez déjà pas ce niveau de clarté aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, c'est cool, parce que déjà, on va gagner en clarté. Elle va savoir exactement quand est-ce que va être la période difficile, de combien elle va être difficile, et on a 5-6 mois devant nous pour s'y préparer avec des solutions qui paraissent assez bien engagées. Je me suis dit, waouh, ça va la rassurer. Visiblement, non. En fait, l'idée, c'est qu'on ait tous les deux le même niveau de clarté, qui soit celui d'Ambre. Un petit peu. Non, mais oui. En tout cas, elle te veut... Elle te veut impliquer dans la démarche qui va lui générer de la clarté. C'est ça. Mais moi, ça me va bien parce que ça me permettra aussi peut-être de pouvoir acheter des choses, alors que des fois, elle me disait d'attendre le mois prochain parce que le mois était un peu délicat. Ça se trouve, là, je le verrai. Toujours plus. Mais du coup, si ce que je décris n'est pas susceptible de t'apporter de la clarté, c'est quoi le scénario idéal pour toi, du coup ? Si on garde ce même scénario, ce serait que lui puisse me partager régulièrement, je sais pas à quelle fréquence, mais régulièrement, tiens, on avait dit que ce mois-ci, il fallait j'allais faire plus 500 € avec mon activité, tiens, j'en suis à là, ou qui est vraiment un échange en fait sur ce qui se passe. Donc, ce tableau-là, il est fait, il y a un suivi et il y a des résultats qui te font dire que vous n'allez pas redescendre à 2 790 €. Ouais, là, ça me rassure. Ok. Tu veux pas avoir 2 790 € dans un tableau ? Si on doit l'avoir et parce qu'on n'a pas d'autre solution, je sais qu'au bout d'un moment, ça va revenir. Et il faudra que je l'accepte. Au bout d'un moment, Ambre. Oui. Je te dis, en fait, aujourd'hui, tu ne sais pas quand est-ce que vous allez avoir moins. Je crois qu'il y a ça qui va rentrer, je sais qu'il y a ça qui va sortir, mais en même temps, le chantier, on ne sait pas trop quand est-ce que va être la fin, etc. C'est flou. Je vous propose un exercice. Aider des outils qui sont dans le programme 1%. Tous les mois, vous allez écrire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, y compris votre putain de cadeau de Noël, votre putain de cadeau d'anniversaire, voilà, les primes, les 13e mois, les bidules, les chouettes.
les augmentations de revenus avec les rémunérations de Clémence, il y a des variables qui tombent, etc. sur les rentrées. Et les sorties, il y a, OK, là, on a cette facture qui n'est pas encore payée. Là, on va faire nos premières commandes pour l'aménagement du logement, etc. On va le faire ce mois-ci. Je sais exactement ce qui rentre, je sais ce qui sort. Du coup, je sais d'où je partais. Donc, du coup, je sais exactement où en est mon compte épargne. Je sais, soit je vois un chiffre qui me rassure de ouf, genre, en fait, dans 6 mois, on sera à 10 000. Ah, je pensais pas. OK. Mais dans le scénario où tu vois pas dans ce tableau quelque chose qui a augmenté, mais quelque chose qui a baissé, parce que vous allez, à cause de votre dernier investissement immobilier, sortir plus que ce que vous rentrez, ça, c'est factuel. C'est juste que vous allez le savoir à l'avance. Oui, ça va augmenter le stress. Mais si tu veux vivre dans un monde sans stress, En fait, si ton objectif ou si ton attente internalisée, c'est de ne jamais ressentir de stress, de ne pas vivre de stress, en fait, tu crées des conditions de ta propre souffrance. On est d'accord. Oui, c'est sûr. C'est pas que je veux pas vivre sans stress non plus, mais oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être capable de dénoncer vis-à-vis de soi-même. Là, j'ai une attente qui est irréaliste. Je fais un exercice de clarification, je vois où on va en être, on a suffisamment de temps pour redresser la barre, pour justement ne pas se retrouver dans cette situation. Moi, je n'ai pas envie de redescendre à 2790, donc on va aller chercher des revenus d'ici là. J'ai le temps pour le préparer. Donc, ça peut aussi générer de l'excitation, ça peut aussi générer plein d'autres émotions. Mais si tu as l'attente que ça ne génère aucune émotion désagréable, tu crées les conditions d'une souffrance. Oui. Comme si tu attendais, pour reprendre un exemple de ma chère amie Clotilde Doussoulier que j'ai reçue dans un live Instagram récemment, si tu penses que tu peux vivre sans la gravité, contre la gravité, si tu penses que tu peux vivre une vie sans aucune souffrance, toutes ces choses qui ne sont pas possibles en fait. Si tu penses que tu peux vivre une vie sans aucun changement, où tout va toujours bien, tu crées les conditions de ta propre souffrance. Parce que le moindre petit grain de sable dans ta chaussure, ça va être une source de souffrance. Parce que tu t'es dit, c'est pas comme ça que je dois vivre ma vie, en fait. Ça ne devrait pas exister. Je ne devrais pas avoir de grain de sable dans ma chaussure. Je ne devrais pas revenir en dessous de ce qu'on a. À moi de travailler sur moi. Mais les émotions, on les contrôle pas, Ambre. C'est-à-dire que si la première chose qui arrive, c'est « Waouh, j'ai peur !» Genre, je vois 2790 €, ça me fait peur de redescendre à ce niveau-là. Ça, tu vas pas le contrôler. Ça va arriver, en fait. Bien sûr. Tu vois, je te demande pas de ne pas ressentir d'anxiété ou de peur. D'ailleurs, c'est complètement idiot. On en a besoin. Mais tu viens à moi avec un « j'ai peur et je culpabilise ». J'ai peur et je veux plus ressentir la peur du manque et je veux plus ça. Non. Parce que c'est la peur du manque et la peur de te retrouver dans une situation de galère encore plus qui vous a amené là aussi. C'est cette peur qui fait que, en fait, demain, vous allez peut-être trouver les ressources de vous faire 5000 balles de plus d'ici la fin de l'année pour complètement absorber les coûts liés à l'aménagement. La peur, elle peut paralyser, elle peut mettre en mouvement. Ça, c'est aussi un choix. J'ai l'impression qu'elle nous a plutôt mis en mouvement. Enfin, en tout cas, si on reprend la situation de fin 2020-21. Donc... Ouais, mais là, c'est comme si je retombais à la peur m'empêche de bouger au lieu de me mettre en mouvement. Enfin,
Est-ce qu'il faut que j'attende, entre guillemets, d'être au pied du mur et de dire, OK, ben là, il faut que me mettre en mouvement? Ou est-ce qu'il faut que je me mette un coup de pied aux fesses et que je me mette au mouvement toute seule avant que la peur soit trop intense? Pas forcément toute seule. Encore une fois, vous pouvez le faire à deux. C'est juste que tant que t'es dans ce flou de est-ce qu'on va redescendre jusque-là, tu vas continuer à avancer dans ce flou et ton anxiété, elle va être nourrie. Pourquoi je vous propose le plus rapidement possible de faire cet exercice de clarification, c'est qu'une fois que vous savez, ta peur, elle n'a pas du tout la même couleur. C'est OK. C'est sûr. Maintenant, je sais, qu'est-ce qu'on fait? Et comme vous avez déjà démontré par le passé que vous avez une forte capacité à vous mettre en mouvement, je me fais pas trop de bile pour vous. Non, c'est sûr que c'est la planification de ce qui va arriver qui est le premier pas. Tant que toi, t'es dans le flou, Ambre, et que du coup, Clément, désolé Clément, il t'aide pas parce que lui, il a pas besoin de sortir du flou. Pas qu'il veut pas t'aider. Ouais, je sais. C'est que sa manière de s'aider à lui, de t'aider toi, il te rassure au lieu de t'apporter de la clarté, tu vois. Vous n'êtes pas tout à fait sur le même registre. Et toi, tu veux être rassuré in fine, mais pas de cette manière-là. Avec des chiffres, avec du concret. Oui. Faites cet exercice. Je dis juste qu'il y a un scénario dans lequel peut-être que les chiffres ne vont pas te rassurer d'emblée. Et peut-être que de ces chiffres vont juste découler un plan d'action. Ok, bon, bah du coup, comment on fait pour pas se retrouver dans cette situation? Et que ça va vous remettre en mouvement. Absolument. Mouvement que vous m'avez décrit comme doux et fulgurant quand vous l'avez vécu par le passé. Effectivement, c'est pas juste le fait qu'on travaille ensemble et qu'on regarde ensemble le tableau des chiffres qui vont te rassurer. Si les chiffres ils sont pas au niveau que toi tu veux, c'est pas parce que je les regarde avec toi que non, c'est sûr, que ça va être mieux. On est d'accord. Ça va pas apporter de la rassurance immédiate, c'est censé apporter de la clarté. Ouais. Et la clarté va orienter. Est-ce que c'est tout de suite de la rassurance que ça apporte ou est-ce que vous vous mettez en mode je cherche des solutions et c'est cette recherche de solutions cumulée aux résultats de ces solutions mises en œuvre qui vont apporter de la rassurance à Ambre. Tout ça en lien avec aussi, n'hésitez pas. Moi, je l'ai fait, mais je pense que vous pouvez vraiment aussi vous raccrocher à toutes ces ressources que vous avez déjà mis en œuvre, qui ont été vécues dans une forme de joie, dans une forme de douceur, dans de la fierté. Tout ce que vous avez déjà mis en place vous a aussi apporté. Pour vous reconnecter avec vos ressources. Quand vous pensez à tout ce que vous avez fait ces 3 ou 4 dernières années, est-ce que vous avez plus de confiance ou est-ce que vous avez moins de confiance dans votre capacité à affronter les prochains mois? On a plus de confiance, c'est ça, c'est sûr. Oui, non mais 1000 fois plus, c'est sûr. Si vous devez vous passer 1 heure ce soir autour d'un bon petit apéro à vous rappeler où vous étiez avant 2020 et tout le chemin que vous avez parcouru, nous on le fait régulièrement avec Benoît. C'est vrai que ça aide à booster à un moment opportun la confiance en soi. J'ai confiance qu'on peut le faire. J'ai confiance qu'on sait mobiliser les ressources ou quand on les a pas, on sait les trouver. Non, c'est sûr. Une quinzaine de jours après notre coaching, Ambre et Clément m'ont envoyé leur feedback sur le coaching que je vous propose d'écouter maintenant. Ce qui m'a le plus surpris dans le coaching, finalement, ça a été de me rendre compte qu'on avait déjà énormément de solutions entre nos mains. On avait juste besoin du coaching de Delphine pour s'en rendre compte et voilà, et de se dire que on avait de quoi faire et qu'il fallait juste se lancer et rester pragmatique avec beaucoup moins de flou dans notre quotidien. Finalement, notre situation, elle est financière, en tout cas, elle est prévisible. Aujourd'hui, en faisant l'analyse et en discutant de nos entrées-sorties, on s'est rendu compte que finalement, c'est des choses qui étaient déjà prévues et qu'on n'avait pas aujourd'hui
à devoir gérer des choses imprévues pour le coup, et que c'était plus facile pour nous de mettre en place des outils encore un petit peu plus poussés. Et justement, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place. Et à la suite de ça, de ce coaching, on a décidé de se prendre une soirée par semaine pour discuter de nos finances, pour que ce soit beaucoup plus clair pour tous les deux, qu'on ait également tous les deux la charge mentale du budget et de l'épargne. Un outil et un suivi bien plus régulier et bien plus précis de nos finances, de nos entrées-sorties, et un suivi aussi de ma part plus régulier. Donc un point mensuel avec Ambre, un point mensuel et un point aussi hebdomadaire avec Ambre, nous permettant de suivre ça bien plus précisément. Et du coup aussi, finalement, comme on en a parlé pendant le coaching, d'avoir une vision beaucoup plus claire de notre trésorerie pour savoir ce qui rentre, ce qui sort, afin de ne plus stresser et d'avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup moins floue. Un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je voudrais dire un grand merci à Clément et Ambre pour avoir partagé leur incroyable parcours avec nous, leurs doutes et les réflexions qui les animent en ce moment. Je crois que leur situation reflète l'état d'esprit de beaucoup d'investisseurs débutants. L'investissement ne vient pas apaiser de manière miraculeuse les angoisses financières. Parfois même, la construction d'un patrimoine, même quand elle se déroule bien, crée de nouvelles angoisses qui sont difficiles à gérer. Mais j'ai confiance en leur capacité à les surmonter à deux. Je vous invite, vous auditeurs, à leur envoyer vos remerciements, vos mots de soutien ou vos partages sur le compte Instagram du podcast, c'est Richissime Podcast, tout simplement, pour qu'ils les voient. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour me soutenir. Voilà pour aujourd'hui, la série estivale des coachings se poursuit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.